Salut camarades! On s'était laissé la dernière fois sur une période assez complexe et trouble, pour changer, des débuts de Chinggis Khan, où celui-ci, alors encore que Temujin, Khan des Borjigid, un prestigieux clan mongol, était en plutôt mauvaise posture, et avait dû assez probablement se retrouver pendant quelques années au service des Jin, la dynastie régnant alors sur le nord de la Chine. Pour le futur conquérant du monde, on pouvait espérer mieux. Néanmoins, ce serait peu faire confiance à sa ténacité que d'imaginer qu'il allait en rester là. Bon, sans suspense non plus, puisqu'on sait ce qu'il est devenu ensuite. Mais je trouve qu'il est toujours éloquent d'étudier en détail ce genre d'accession au pouvoir, ne serait-ce que pour en déconstruire les visions les plus romancées et nécessairement à côté de la plaque. Résumer ses débuts, qui durent quand même 40 à 45 ans, par « il a unifié les peuples de la steppe par son génie militaire », c'est un peu réducteur. Bref, si certes cette période fut pas des plus fastoches pour lui, on a vu qu'il a su intelligemment tirer son épingle du jeu. Quitte à devoir bosser pour les Jin, par exemple, il en a profité pour taper sur les Tatars, vieux ennemis des Mongols, et ainsi se refaire une réputation pour mieux retourner au pays ensuite. Mieux encore, au lieu de brider ses ambitions, et non je ne ferai pas le geste avec les doigts, ses revers de fortune l'ont peut-être même plutôt, à l'inverse, poussé à voir plus grand. Ainsi, voyant son suzerain, disons, Toril Khan des Kereit, sans le soutien duquel il n'aurait pas accompli grand-chose jusque-là, laisser des plumes lui aussi dans cette période de crise politique steppique, l'habile mongol y a vu une opportunité à saisir. Abusant sciemment de la précarité de la situation de celui-ci, déposé par l'un de ses frères, Erkekhala, le Khan mongol va chercher progressivement à accroître son pouvoir dans les années qui suivent. Mais entre lui et son futur empire, il y a plus d'un obstacle, dont Toril n'est clairement pas le pire. Nombreuses sont alors les figures fortes dans la steppe, que les ambitions de Temujin ont et vont pousser à se liguer à maintes reprises contre lui. Tatars belliqueux, Merkites vengeurs, Naiman hégémoniques, mais aussi mongols, qu'il s'agisse tout simplement de clans rivaux comme les Tayichut ou les Djadjerad, ou, beaucoup plus prosaïquement encore, de son propre lignage, comme ses aînés, les Jurkin. Bref, on a du boulot, et puisqu'on va enchaîner les noms tarabiscotés, comme d'habitude, je vous rappelle que vous avez en fin de vidéo, avec dans la description les codes temporels correspondants, promis, des annexes, comprenant liste de clans, généalogie, lexique, etc., qui seront précédés d'un petit tuto mis au point pour mieux les utiliser. Je vous laisse aller regarder ça. Sur ce, eh bien, nous pouvons reprendre la laborieuse ascension de Chinggis Khan, ce qui finalement d'ailleurs lui rend plus honneur que de simplement considérer qu'il a claqué des doigts pour unifier des bouseux, non? Dites oui, sinon je me sentirais vraiment très seul. Bref, comme on l'a vu la dernière fois, et comme je le résumais vite fait en intro, il est raisonnable de penser que suite à son retour sur le plateau mongol vers 1195 et son raid contre les Tatars en mai-juin 1196, Temujin, trentenaire entreprenant, cherche à reprendre du poil de la bête face à ses nombreux rivaux de la steppe, et commence même à lorgner sérieusement sur le trône de Toril, alors, pour changer, en péril. Mais ne mettons pas la charrue avant les yaks. Avant de pouvoir aider Toril à remonter sur le trône pour pouvoir lui piquer le trône, Temujin doit consolider son propre pouvoir et restaurer la discipline parmi ceux qui le suivaient avant son exil et qui, depuis son retour après quelques années d'absence, devraient théoriquement le suivre sans rechigner, puisqu'ils l'ont élu Khan à l'époque. Mais Toril n'est en effet pas le seul chez qui il y a eu du relâchement depuis son exil. Et côté Temujin, ce relâchement concerne qui, à votre avis? Ses fameux cousins et parents, comme d'habitude. En effet, bien qu'il ait demandé leur soutien pour aller combattre les Tatars lors de l'expédition de mai-juin 1196, Satchabeki et son clan Nirun, les Jurkin, ne sont tout simplement pas venus, et l'ont même carrément laissé 6 jours poireauter sans réponse. Mais s'il n'y avait que ça encore, ça irait. Selon l'histoire secrète, chronique mongole du XIIIe siècle destinée à la famille du conquérant, non content de ne pas répondre à l'appel de son Khan, qui pourtant en matière de guerre et de chasse est supposé être scrupuleusement obéi, Satchabeki aurait profité de l'absence du dit Khan pour piller son camp et buter 10 de ses hommes. On a vu meilleur vassal. Faut croire qu'il n'y a toujours pas digéré le fameux banquet où, rappelez-vous, bourrés, les Jurkin et les Borjigid se sont copieusement foutus sur la gueule pour des histoires d'étiquette et de chourave, alors qu'ils étaient supposés à la base faire copain-copain, au contraire. Bon, en même temps, faut dire aussi que les Borjigid, en bons mongols friands de rapt, ont carrément embarqué les princesses Jurkin. Avant certes, une fois dégrisées, de les renvoyer chez elles, quand même. Le Borjigin est galant. Gardez vos distances! Attendez-moi dehors! On s'en va? Immédiatement. Bref, rien de très étonnant donc à ce que Satchabeki ait profité de l'absence de Temujin pour lui faire ce coup bas en pillant son campement.
Après, vous savez aussi que l'histoire secrète n'est pas connue pour son objectivité, et qu'il faut peut-être donc relativiser cette histoire. Que disent les autres sources? Le Yuan-She, les annales de la dynastie Yuan, fondée en Chine par Kubilai, petit-fils de Chinggis Khan, ce qui est une autre histoire, nous dit que ce n'est pas Satchabeki qui pille son camp, mais les Naiman, la plus importante puissance de la steppe d'alors, qui ont récemment, rappelez-vous, aidé Erkechara, frère de Toril, à renverser celui-ci. Ce qui n'a rien de surprenant, hein. Les Naiman n'appréciant que très peu les Kereit qui leur font de l'ombre côté suprématie dans la steppe depuis le début du XIIe siècle, ils aiment bien semer la zizanie parmi eux. Bref, ils auraient donc pillé le camp de Temujin pendant son absence, peut-être précisément d'ailleurs parce qu'il était un soutien de leur ennemi Toril, poussant ensuite le Borjigin à envoyer 60 hommes requérir l'aide de Satchabeki, supposé lui fournir son soutien, sauf qu'à l'inverse, le Satchabeki, il bute 10 de ses envoyés, fout les 50 autres à poil et les renvoie à Temujin. Non, c'est pas mieux que selon l'histoire secrète en fait. Quelle que soit l'exacte raison, il semble donc bien que le versatile Satchabeki, après avoir initialement contribué à faire élire Temujin Khan de Borjigid, lui ait fait une jolie crasse ensuite pendant son absence. Donc ça ne peut pas rester impuni, d'autant plus que le Khan a encore besoin alors de reconstruire son autorité. Et rien de mieux pour ça que de faire un exemple. Et je vous laisse imaginer comment un Mongol fait un exemple. Quand je pense à tous ces déserteurs du fond, là, je les fusillerais tous, là. De fait, il rassemble ses hommes, attaque le camp des Jurkin, les défonce, embarque beaucoup de prisonniers, et bien que Satchabeki et son frère Taichu, les chefs Jurkin, s'enfuient, ils sont rattrapés quelques mois plus tard et exécutés. Dolalex, Sedlex, à plus Jurkin. Les cousins et parents de Temujin devraient avoir saisi l'idée, mais on aura l'occasion de voir que pas tellement en fait. Après, au-delà de la nécessité de réaffirmer son statut de Khan en punissant les traîtres, Temujin en profite surtout pour se débarrasser d'un de ses rivaux. À tel point d'ailleurs qu'il y a moyen que ça ait aussi arrangé Toril, parce qu'il était sacrément ambitieux le Satchabeki. Diriger toute la steppe n'aurait pas été pour lui déplaire. Du moins c'est ce que les sources veulent nous faire croire. Le souci, c'est que buter des membres de son clan ou de son lignage, c'est déjà pas très joyeux. Mais alors buter des membres de sa propre famille, puisqu'ils sont cousins, encore moins. À tel point que certains tentent de justifier ça. Rachid ad-Din, chroniqueur persan de la cour des Ilkhan de Perse du XIIIe-XIVe siècle, nous dit qu'initialement, voulant apaiser les tensions avec Satchabeki suite au fameux banquet, eh bien il lui envoie une partie du butin pris lors du raid sur les Tatars en mai-juin 1196. Banquet qui, d'ailleurs, au vu de ce qu'on a dit la dernière fois sur sa captivité, serait peut-être plus logique à placer après l'exil de Temujin. Bref, ce serait alors à ce moment-là, en recevant les 60 gonzes lui apportant les cadeaux de Temujin, que l'injuste et perfide chef Jurkin buterait 10 de ceux-ci avant de renvoyer les 50 autres à poil. Oui, décidément, les sources tiennent à ce détail précis. Je sais pas, peut-être que les mecs cachaient du butin. I'm afraid we're going to have to do a deeper search. Your pants, sir. Socks, underwear, the whole shebang. Pardon? Allez vite, à poil! Ouais, on voit mal pourquoi Temujin voudrait soudainement refiler du butin à des connards qui n'ont pas voulu participer à l'expédition quand il leur a ordonné. En revanche, on voit assez bien pourquoi il ne raterait pas une occasion d'affirmer son pouvoir, surtout de retour d'exil, en se débarrassant d'un rival non seulement au sein de son propre lignage, mais aussi dans la lutte pour le pouvoir suprême dans la steppe, sachant qu'il n'en manque pas. Mais puisqu'on parle de lutte, enfin bref. Vous vous souvenez de Buri-Beche, champion de lutte, cousin de Yisukei, Borjigin donc, lui aussi, qui a abandonné son clan, peut-être même à la mort de Yisukei, pour suivre les Jurkin, et qui, lors du banquet chaotique, a retourné Belgutei, demi-frère de Temujin, à la lutte, voire carrément l'a blessé avant à l'épaule d'un coup de sabre pour être sûr de gagner? Ça vous revient? Temujin, lui en tout cas, il s'en souvient très bien quand il remet la main sur Buri-Beche pendant l'expédition contre les Jurkin. Un match retour est donc organisé dans la tente de Temujin. Mais pourquoi faire, sachant que Buri est et reste le plus grand champion de la steppe, absolument imbattable? Est-ce que Belgutei a vraiment envie de s'en manger une deuxième? Ou alors, s'éloignant de la lutte pour aller fricoter avec le catch, parce que ça va être complètement truqué? De fait, pour une fois, voyant ce qui est arrivé au reste des Jurkin, Buri-Beche, pas fou, renonce sagement à sa fierté et à sa réputation. Il se laisse envoyer au sol, s'avouant ainsi vaincu selon les principes de la lutte, espérant que ça calmera le Khan. Belgutei, qui est alors sur le dos de Buri-Beche, regarde son demi-frère Temujin, qui signale convenu se mord la lèvre. Belgutei brise alors la colonne vertébrale de Buri-Beche. I was wondering what would break first.
Your spirit? Oh, your buddy! Ouais, il rigole pas, Temujin, hein. C'est même a priori pour justifier cet assassinat que l'histoire secrète nous disait plutôt que Buri Böche avait fendu l'épaule de Belgutei d'un coup de sabre, ce qui méritait vengeance tôt ou tard. Alors que si c'était pour gagner à la lutte, il en avait clairement pas besoin. Certes, Belgutei était connu pour être grand, fort et massif, mais ce n'était rien à côté de son adversaire. Honnêtement, Temujin prend même un risque. Non seulement buter sa famille n'est clairement pas bien vu par les Mongols, mais en plus, Buri était un champion très connu et très populaire dans la steppe. Ça n'a donc pas dû faire beaucoup de bien à la popularité du Khan, non plus qu'à sa réputation, ce qui est dangereux puisque c'est principalement là-dessus qu'il a jusqu'ici fait son succès. Mais c'est comme ça. Temujin ne rigole ni avec la loyauté, ni avec les risques de sédition. Bref, une fois son autorité réaffirmée à grands coups d'expédition vengeresse et d'ostéopathie à la mongole, il va pouvoir s'atteler, comme promis mais surtout dans son propre intérêt, comme d'habitude, à remettre Thoril sur le trône Kereit. Celui-ci s'étant fait destituer par son frère Erkechara avec l'aide des Naiman pendant l'absence de Temujin. Or pour ça, on l'évoquait la dernière fois, Temujin peut compter sur l'aide des djinns pour lesquels il a bossé et qui ont eux aussi intérêt à voir Thoril reprendre le pouvoir. Mieux vaut que ce soit ce vieux grigou peu belliqueux qui domine la moitié de la steppe, plutôt que n'importe quel autre jeune loup ambitieux et porté sur la conquête. Du coup, ils auraient peut-être mieux fait de pas aider Temujin. Ils sont pas très clairvoyants les gonzes. Bref, le dit jeune loup part donc chercher de leur côté de la frontière un autre frère de Thoril, Jahagambu, lui aussi exilé depuis le coup d'état de leur frère Erkechara. Et évidemment, il y est pas tout seul. Pas mal de Kereit, dont le clan Donkrayit, y sont aussi. Et Temujin compte bien ramener tout ce joli petit monde par la peau du fion, afin qu'il rentre soutenir Thoril face à l'usurpateur au pays. Et apparemment, puisque malgré les nouvelles du dit pays, il ne voulait pas rentrer, Temujin a dû employer la manière forte. Ils ont pas reçu de confirmation parce que j'en ai pas envoyé. Comment se fait-il? Mais parce que j'y vais pas. Et avec un coup de pied dans votre cul pour vous donner de l'élan, vous y allez? M'en fous, j'irai pas. Grâce à ces efforts, complètement intéressé donc, vous commencez à connaître un peu Temujin maintenant, l'ami Toto remonte ainsi sur son trône, oui, je l'appelle l'ami Toto, vers 1196-1197, sans qu'on ne sache trop ce qu'il advient d'Erkechara, son frère. Même si j'imagine que ça a été soit l'exil, soit il a dû lui arriver une bricole. Bref, malgré tout ça, il faut encore remplumer un peu le vieux faucon qu'est Thoril. C'est pourquoi, à l'automne 1197, Temujin, Jahagambu et Thoril montent une expédition contre le Khan du clan Uduyit des Merkites, Tortoa Beki. Mais si, on connaît Tortoa Beki. Mais si, rappelez-vous, Tortoa Beki, c'est celui-là même qu'on a vu accueillir les frères de Thoril au début de son règne, oui, encore d'autres frères de Thoril, avant de les lui renvoyer pour qu'ils les butent, et celui qu'on a vu Jamuhra servir dans sa jeunesse, et dont d'ailleurs les frères étaient respectivement Chiledu, le premier mari d'Oelun, la mère de Temujin, et Chilger Böche, le mari forcé de Berkeley, suite à son enlèvement. Tortoa, quoi, ce bon vieux Tortoa. Oui, ça va, j'essaie de vous familiariser avec les osios comme je peux, c'est pas facile. Bref, bras dessus, bras dessous, on va tataner du Merkit, histoire de se renflouer. Bon prince, Temujin laisse même tout le butin de la campagne à Thoril, ce qui non seulement contribue une fois de plus à faire de lui son obligé, tout en foutant plein les mirettes aussi bien aux Mongols qu'aux Kereit. Certains de ces derniers décidant même de se rallier désormais à ce Khan si généreux. Eh, quand je vous dis que c'est un pro de la générosité calculée. En revanche, ça semble être moins le cas de Thoril, qui, se sentant assez fort à nouveau, repart combattre les Merkites en 1198, mais cette fois-ci en solo. Il bute l'un des fils de Tortoa Beki, embarque 2 de ses filles, 2 de ses frères et leurs gens. Et si vous voulez savoir pourquoi ça tombe toujours sur les Merkites, et Tortoa en particulier, je sais pas trop. Bon, peut-être parce que, ils ont enlevé Thoril quand il était petit, mais dans tous les cas, les Merkites semblent bouffer effectivement régulièrement pour pas un rond. Et les sources disent pas vraiment pourquoi. Je vous hais. Oui, chef. Vous ne le dites à personne, hein? Non, chef. Oh, merci, vous êtes gentil. Je vous remercie, chef. Bref, non seulement Thoril n'a pas prévenu ou proposé cette expédition à Temujin, mais en plus, il ne lui donne ensuite aucune part du butin, pas même un cadeau. Comparé à son propre comportement, le Borjigin semble apprécier moyennement cette ingratitude, qui lui rappelle en plus qu'il n'est pas l'égal, mais bien le subordonné de Thoril. Mais bon, il prend son mal en patience. N'oublions pas que malgré ses grands airs, il a encore besoin du soutien Kereit. D'autant plus qu'ils vont bien vite avoir d'autres opportunités à exploiter.
Inancha Bilge Khan, le Khan des Naiman, le plus puissant Khan de la steppe à l'époque, il commence à se faire vieux après avoir unifié son peuple sous son seul pouvoir dans les années 1160. Alors que, comme on l'évoquait dans la vidéo de contexte, les Naiman, dont les territoires sont séparés par le massif de l'Altaï, divisent parfois le pouvoir entre deux frères. Il sépare ainsi à nouveau le pouvoir entre ses deux fils, Boiruch et Baikhucha, qui devient bien vite connu sous le titre que lui confèrent les Jin, Taiyang Khan, déformation de Taiwang, grand roi. Sauf que pour ne rien arranger, les deux frangins se détestent, soit pour une rivalité amoureuse, qui concerne, je crois, la femme de leur père, ce qui n'est pas dégueulasse, hein, rappelez-vous le bon vieux principe du mariage lévira cher aux Mongols, et au peuple de la steppe de manière générale, soit plus probablement pour une question d'apanage. Si Taiyang Khan hérite de la verte steppe de l'Irtish, son frère se tape les contreforts inhospitaliers de l'Altaï, et là dans le baba. Pour Toril et Temujin, il y a un coup à jouer, d'autant plus qu'on peut imaginer que c'est là l'occasion de se venger des Naiman, qui, je le rappelle, ont déposé Toril quelques années plus tôt pour mettre son frère Erkechara à sa place, et qui, selon le Yuanshe, ont pillé le camp de Temujin pendant qu'il allait tataner du Tatar. Et puis de manière générale, les Naiman se la pètent un peu trop comme superpuissance de la steppe depuis des plombes. Donc pour une fois qu'ils sont divisés, hein... Tout seul, là-bas, à une lieue. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Mais on les égouille ou pas? Comment ça on zigouille? Ils sont pas censés nous fédérer? Si, ils nous fédèrent, mais enfin bon... si on peut s'en farcir un ni une ni connu, c'est toujours ça de près, quoi. Oh, puis on dira que c'est pas nous. Allez. Bon. Ils attaquent donc conjointement Boiruch Khan vers 1198-1199, peut-être même avec l'aide de son frère Taiyang Khan, quand je vous dis qu'ils sont brouillés, les frangins. Et la victoire semble d'autant plus facile qu'il tombe sur son camp par surprise, le forçant à se retirer ensuite vers l'ouest, dans l'Altaï. Décidément, les affaires reprennent pour Temujin. Il vient quand même de poutrer la moitié de la plus grande puissance de la steppe. Bon, certes avec le soutien primordial de la deuxième plus grosse puissance de la steppe, c'est vrai. Enfin quand même. Mais sur le chemin du retour, ils se rendent compte que l'un des commandants de Boiruch, Kuksagus Abrach, a rallié une partie des Naiman de son Khan et les suit. A priori pas pour leur indiquer gentiment qu'ils ont oublié un truc ou qu'ils n'ont pas signé le livre d'or. Il va donc falloir livrer bataille, mais bon, la nuit commence à tomber, donc les armées de Toril et Temujin bivouaquent côte à côte dans l'attente de la bataille du lendemain, sauf qu'au réveil, il n'y a plus Toril, et il n'y a plus de Kereit. Ils se sont barrés. Avant de revenir sur le pourquoi du comment, avançons un peu, pour changer. Face à cette scandaleuse mais néanmoins cruciale défection, Temujin, pas fou, craignant pour ses miches, retire lui aussi ses troupes pour éviter le combat, et s'en retourne à ses verts pâturages. Mais le commandant Naiman ne compte pas en rester là, et décide de poursuivre Toril. Dans ton cul. Instant karma, comme disent les jeunes. En même temps, c'est assez logique, hein. C'est Toril, le chef de l'expédition, le Khan des Kereit. Les Naiman, ils n'allaient pas courser son lieutenant. Il le poursuit donc, et c'est vite la Bérésina pour les Kereit. Les Naiman les défoncent, butant deux des meilleurs commandants de Toril, embarquant les femmes, les enfants et la suite d'Ilkhasengum, fils de Toril supposé lui succéder un jour, ainsi que la moitié des gens de Toril, ses troupeaux et ses stocks de bouffe. Retour à la case départ. Après, il commence à avoir l'habitude, le François Pignon des steppes. Et qu'est-ce qu'il fait dans ces cas-là? Il demande l'aide de Temujin, comme d'habitude, même s'il l'a trahi juste avant, oui. Bon, ce dernier, malgré donc ce joli coup de pute qui précède, flairant une belle occasion de plus de faire pencher la balance en son sens pour mieux forcer la main du Kereit ensuite, accepte, et lui envoie carrément ses 4 meilleurs éléments, Borchu, Borhul, Mukhali et Chilaun, ses 4 étalons. Sur quels critères il les recrute? Je sais pas si vu le nom j'ai envie de savoir. What do you do? Well, there is this. À la hauteur de leur réputation, les étalons talonnent et étalonnent les Naiman. Ils évitent ainsi de justesse la capture d'Ilkhasengum, le fils de Toril, Borchu lui donnant même son propre cheval pour qu'il s'enfuit, avant de récupérer les biens et les familles des Kereit. Propre, net, efficace. Mais si Temujin veut hériter du trône de Toril, fallait peut-être laisser crever l'héritier de Toril, non? Quoiqu'après, c'est vrai qu'il vaut mieux éviter de se retrouver avec un rival potentiel chez les Naiman façon Erkechara. Non, en fait, c'est assez bien vu. Mais reste à savoir pourquoi, en premier lieu, Toril s'est barré à la veille de la bataille contre les Naiman, et pourquoi Temujin ensuite a malgré tout accepté une fois de plus de lui sauver les miches. Bon, même s'il faut pas être un cador pour avoir une vague idée dans les deux cas, où vous commencez à les connaître, nos stépiques histrions. Si l'on suit l'histoire secrète,
c'est la faute au venimeux Jamoucha. Bon, en même temps, selon l'histoire secrète, vous l'avez remarqué, c'est toujours la faute à Jamoucha. On aura l'occasion d'y revenir d'ailleurs. Pour les courageux qui arrivent en route, Jamoucha, c'est le chef du clan mongol Nirun des Jadjirad, et Anda, donc frère juré de Temujin, et surtout némésis de celui-ci par excellence. Lui, tout ce qui est domination de toute la steppe et devenir khan de tous les Mongols, c'est aussi son goal. Bref, selon l'histoire secrète, déjà, Jamoucha participe à l'expédition contre les Naiman. On peut se demander ce qu'il foutrait ainsi aux côtés de Temujin, avec qui il s'est battu 10 piges avant à Dalan Baljout, au point peut-être même de le faire esclave. Mais pourquoi pas? Après tout, on a vu qu'il semblait être, comme Temujin, un lieutenant occasionnel de Toril, le Khana Kereit, ayant progressivement étendu son influence sur les clans mongols, de plus en plus divisés depuis la seconde moitié du XIIe siècle. Jamoucha, donc, présent auprès de Toril la nuit précédant la bataille contre les Naiman revenus se venger, aurait convaincu celui-ci que Temujin échangeait alors avec eux, restant même carrément à l'arrière exprès pour faire sa jonction avec eux, et ainsi mieux trahir les Kereit. Ouais, Jamoucha aurait de fait tout intérêt à semer la zizanie entre Toril et Temujin, mais je pense qu'on n'a pas besoin de lui pour expliquer ça. Vous vous souvenez de cette histoire de potentielles exigences de Temujin face à Toril? Et ben voilà. Je sais que vous êtes un homme de cœur, que vous êtes un père pour tous les gens qui travaillent pour vous. Lorsque vous connaîtrez la raison... Bon, alors dépêchez-vous et venons-en au fait. Je suis venu vous demander une augmentation. Je vous demander une chose. Vous vous foutez de moi, là? En effet, on l'évoquait à la fin de la dernière vidéo, on peut soupçonner Temujin d'avoir, en bon calculateur toujours aussi ambitieux, soumis à condition l'aide que lui demandait Toril, ou du moins dont Toril avait besoin, pour remonter sur le trône Kereit en 1196-1197. Condition que Toril, qui pouvait alors difficilement être plus dans la dèche, n'avait eu d'autre choix que d'accepter. Mais une fois sa puissance retrouvée après les victoires sur les Merkites et les Naiman, et regrettant désormais d'avoir autrefois accepté ces conditions, il a probablement vu dans cette défection nocturne un bon moyen de se débarrasser de Temujin en le laissant seul face aux Naiman. Il y avait de l'idée, mais la Shkumun, comme le karma, ça ne s'improvise pas. En revanche, il aurait pu prévoir que les Naiman allaient plutôt le suivre lui, le suzerain, c'était logique. Mais bon. L'ethnologue et historien Liev Nikolaevitch Gumiliov suggère sensiblement la même chose quand il propose d'imaginer que Temujin, à la veille de la bataille contre le commandant Naiman Köksagus Abrach, soumet plusieurs exigences à Toril, pourquoi pas d'ailleurs en échange de sa participation à la dite bataille. Toril qui donc refuse ces exigences, et s'en va sur le coup. Puis Temujin, voyant que Toril revient vers lui ensuite, la queue entre les jambes après avoir bel et bien morflé face au Naiman, y voilà l'acceptation pure et simple de ses exigences. Ou du moins, un moyen de faire pression sur lui pour y parvenir, ce qui explique donc non seulement qu'il accepte, mais aussi qu'il lui envoie carrément ses meilleurs commandants. Mais quid de ces fameuses exigences du coup? Oui bon sans surprise, ça concerne le trône Kereit. Si elles ne sont évidemment pas couchées sur papier, ce qu'on peut lire met néanmoins la puce à l'oreille. L'histoire secrète nous dit que Toril, après le sauvetage de son fils, se sentant vieux, constatant aussi bien le soutien fidèle qu'il a toujours reçu de Yisukai puis de Temujin, que l'inefficacité et la déloyauté de ses frères et de son fils, se propose d'adopter Temujin comme fils aîné, afin que la continuité politique soit assurée. Ouais, bien sûr. Je me suis toujours considéré comme son père. Du jour où il a débarqué. Alors que celui-là, c'est vraiment le mien, mais j'ai toujours eu l'impression d'habiter avec un voisin. Notre petit filou de Temujin, qui était arrivé il y a bien longtemps devant Toril en lui rappelant que son père et lui étant frères jurés, Toril était un peu son père et lui un peu son fils, ne semble donc clairement pas avoir perdu le nord depuis, et chercher purement et simplement à se faire adopter, écartant de fait Ilrasengum, fils de Toril, héritier présomptif donc des Kereit, de la succession. D'ailleurs, ce qui est amusant, c'est que Toril a d'autres fils, mais il n'en parle jamais. Faut croire qu'il s'en tamponne, ou qu'il n'en est pas très fier. Et Temujin semble a priori être parvenu à ses fins, ou du moins s'en être rapproché, puisque toujours selon l'histoire secrète, Toril, après sa réflexion, part le retrouver dans la forêt noire afin de renouveler leur serment d'Anda père et fils, oui, le serment d'Anda ça peut se faire aussi dans ce sens-là, se promettant de combattre leurs ennemis ensemble, de chasser ensemble, et de ne croire les propos d'aucun envieux ou aucun ennemi sans avoir consulté l'autre au préalable. Ce qui évidemment ne vise personne. Hein, Jamoucha?
Bon, ce que ne dit pas l'histoire secrète, c'est que Toril est quand même loin d'être un vieux pépé inoffensif côté coup politique Wislar. Rachid ad-Din, lui, nous dit qu'après ça, il fait venir Temujin à un banquet en l'an 1200 pour le capturer et ainsi régler le problème. Une capture qui est empêchée de justesse par la vigilance d'Asunoyan, du clan Baharin, qui d'ailleurs sera récompensé plus tard pour ce gentil fait d'armes. Enfin, tout ça pour dire qu'a priori, si les relations père-fils juré semblent bonnes, ça n'est qu'une façade, dont aucun des deux n'est dupe. Mais s'il n'y aurait que Toril, Ilkhasengum ou Satchabeki comme rivaux dans la steppe, ça irait, je vous ai habitué à plus complexe quand même. Que deviennent les Taïchut, ce clan Nirun aristocratique rival des Borjigid quant à la suprématie parmi les Mongols? Et bien sûr, que devient Jamukha, le fameux némésis de Temujin selon l'histoire secrète, dont on n'a quasiment pas parlé aujourd'hui, si ce n'est pour dire qu'il a vaguement tenté d'être une poucave. Et bien celui-ci, exactement comme dans le précédent épisode, continue d'attirer patiemment les mécontents que Temujin laisse dans son sillage, mais qui sont mine de rien de plus en plus nombreux. Typiquement, après sa victoire sur les Naiman, Temujin prend la confiance et embarque Toril dans un raid vengeur, cette fois-ci contre les Taïchut, qui se font rétamer. Pour ses ennemis, ça commence à faire beaucoup. Il devient résolument trop encombrant. L'amicale des anti-Temujin se réunit ainsi en coalition autour du sacrifice d'un cheval blanc, afin de sceller leur alliance contre Temujin et Toril dans le sang, et de ne laisser aucun doute quant au sort qu'il leur réserve. On y trouve des noms mongols, Tatars, Naiman, Merkit, Oirat, ces derniers étant un peuple des forêts, Oyin Irgen donc, et bien sûr de nombreux mongols. Durbet, Ungirat, Ikires, Khorolas, Taïchut, sans surprise, Djadjerad, sans surprise non plus, et deux autres clans mongols Nirun qui ont toujours détesté Temujin, les Khadagin et les Seljout, au point qu'ils avaient d'ailleurs autrefois reçu un émissaire à lui, et à Jamukha à l'époque, en le fouettant à coups de saucisse. Ouais, c'est particulier les arts martiaux mongols. On a vu que le chapelet de saucisse n'était pas un objet redondant. Et pourtant, on a pu lui trouver une utilisation périmétrique en s'en servant comme un fouet. Aïe, ça fouette. Bref, averti de tout ce micmac par son beau-père Daisetchen, du clan Boshur, des Ongirat, Temujin rameute alors ses troupes, envoie prévenir l'ami Toto et part combattre la coalition près de Lonon, où selon Rachid ad-Din, celle-ci est vaincue après une dure bataille, affaiblissant quand même beaucoup Temujin, qui n'en demeure pas moins victorieux. Bon ouais, ce serait pas la première fois que Rachid, bossant pour les héritiers de Temujin, nous vend une défaite de celui-ci comme une victoire, n'est-il pas? On te voit, Rachid. De fait, bizarrement, non seulement les coalisés se retrouvent ensuite pour renouveler leur alliance, mais en plus, Temujin se retrouve apparemment en Chine, où on l'a déjà vu s'exiler, Toril le long de la frontière mandchoue, donc assez loin de chez lui, et en plus, son frère Jakhagambu et 4 de ses plus hauts dignitaires le trahissent et vont chez les Naiman. Ça ressemble à une victoire selon vous? On est d'accord. Bref, de leur côté, les princes coalisés se réunissent à nouveau, en effet, près des lacs Bouir et Kouloun, pour renouveler leur serment autour du sacrifice, cette fois-ci, d'une jument et d'un poulain. Avant, selon l'histoire secrète, qui d'ailleurs ne mentionne pas la précédente bataille, ce qui brouille un peu les pistes, d'aller à la confluence des rivières Argun et Gen, afin d'élire en 1201 un Gur Khan, un Khan universel, en turc. Bref, un énorme cador, quoi. Et à votre avis, qui c'est qu'ils élisent? L'ambitieux Jamukha, bien évidemment, qui une fois de plus semble clairement dominer Temujin. En effet, au-delà d'une simple rivalité ou jalousie à l'encontre de Temujin, ces princes savent que c'est le vieil ordre clanique qui fait leur privilège qui est en jeu, et que Jamukha en est le meilleur garant face au rusé Borjigid, sa générosité calculée, sa méritocratie démagogue, et son ambition qui commence à rogner un chouïa trop sur leur précaré. Pas étonnant donc qu'ils se réunissent à nouveau, élisent un Khan universel parmi eux, et promettent de retourner péter la gueule définitivement à ce qu'il reste de Temujin et Toril. Surtout si, comme le dit effectivement Rachid, et malgré ce qu'on a supposé, les coalisés viennent déjà de s'en prendre une. La fileflore aristocratique de la steppe est donc là, outre Jamukha, Buyruk Khan, des Naiman, Khutu, fils de Tortoa Beki, des Merkit, Khudukha Beki, des Oirat, les princes Taïchut, dont Argutai, et beaucoup d'autres, se coalisant ainsi solidement autour de Jamukha, afin d'aller achever Toril et Temujin, qui, victoire ou pas, ont quand même bien dû morfler. J'ai voulu être diplomate à cause de vous tous, éviter que le sang coule, mais maintenant c'est fini. Je vais le travailler en férocité, faire marcher à coups de latte. À ma pogne, je veux le voir. Et je vous promets qu'il demandera pardon, et on garde à vous.
Le Borjigin, quant à lui, a priori alors en territoire djinn, sans doute pour panser ses plaies et se ravitailler en armes, en hommes et en bouffe, est averti de ce projet à nouveau, cette fois-ci par un homme du clan Khororas, qui fait pourtant partie de la coalition, ce qui, une fois de plus, montre sa popularité et ou la qualité de son service de renseignement, qui fera plus tard une grande part du succès mongol. Bref, n'ayant guère le choix, il remonte donc en selle et envoie chercher l'ami Toto à nouveau. Celui-ci, qu'il le veuille ou non, ne semble désormais avoir plus d'autre choix que de lier son destin à celui du Borjigin, puisque apparemment, leurs rivaux les rangent visiblement dans le même sac, quand bien même a priori il aimerait lui aussi lui tordre le cou. Mais il faut bien reconnaître aussi que, même sans Temujin, la mainmise Kereit sur la majeure partie de la steppe depuis le début du XIIe siècle semblait commencer à peser un peu trop sur ces différents princes. Les deux armées se rencontrent ainsi au crépuscule à Khoyetan, près de la Khalkha. Ils reportent donc la bataille au lendemain parce que à la nuit le Mongol fait dodo, voilà, faut pas déconner. Et au matin, selon l'histoire secrète, côté coalisé, Buyruq Khan, des Naiman, et Khudukha Beki, des Oirat, cherchent alors à utiliser leur pouvoir magique. Ta, je vous vois. Si on a accepté les miracles des croisés voyant débarquer des légions célestes en pleine bataille d'Antioche pour leur filer un coup de main, on ne rigole pas de la magie des steppes. De fait, les Khan Naiman étaient des sorciers réputés, ce qui ne les empêchait pas d'être nestoriens, ce qui aurait sans doute fait un petit peu gueuler les pères de l'église s'ils avaient su ça, mais bref. Et le suffixe Beki, qu'on a croisé plusieurs fois, Tortoa Beki, Sacha Beki, etc., eh bien ça indique, disons, des compétences magiques. Bref, nos deux Khan sorciers invoquent donc depuis leur camp une tempête à l'aide d'un bézoar afin de l'envoyer sur les troupes de Temujin, mais manque de peau, ça leur revient sur la gueule. Et il est parti, votre sœur, du campement Est, au moins? Oui, il est parti. Oui, alors comment ça se fait que les ennemis ont tout cramé au campement Est? Non, mais c'est pas les ennemis, c'est parce que je l'ai loupé, il est parti de Traviol, j'ai pas pu le récupérer, ça a foutu le feu. La tempête fait tellement rage qu'ils sont obligés de battre en retraite dans un bordel complet, tombant en grappe, aveuglés, dans les ravins, déclarant que le ciel ne les favorise clairement pas, tandis que Temujin et Toril doivent eux se payer une franche tranche de rigolade. Bref, la coalition du Khan universel Jamukha n'aura donc pas fait long feu. On peut même clairement dire qu'elle est en train de prendre la flotte. Celui-ci d'ailleurs, foutu pour foutu, décide de piller les campements et troupeaux de ceux qui l'ont élu Gurkhan, ce qui met fin assez logiquement à son court règne. Ça peut paraître bâtard, mais dans un univers où les hommes ne vous suivent qu'à condition d'avoir du butin, s'il veut conserver, à défaut de sa coalition, son clan, les Jadjirad, il a intérêt à s'adapter et à faire feu de tout bois. Enfin de toute merde, selon les principes de la steppe. Cela dit, pour Temujin et Toril, une fois passée la franche rigolade, hors de question évidemment de ne pas exploiter cette débâcle. L'histoire secrète nous dit donc que Toril poursuit alors Jamukha, pendant que Temujin, lui, compte bien punir ces salauds de Tayichut une bonne fois pour toutes. Après, en même temps, si on suit la chronologie qu'on a évoquée jusqu'ici, ça fait quasiment 40 piges qu'il lui marche sur les rouleaux. On comprend qu'il en est marre. Ceux-ci, ainsi constamment talonnés par les Barjigides, s'enfuient jusqu'aux rives de l'Onon, où, épuisés et acculés, ils se retournent pour un ultime face-à-face. C'est enfin le dernier grand duel entre Borjigid et Tayichut. Le combat fait rage toute la journée, les Tayichut se battent férocement et emportent beaucoup de Borjigid avec eux, avant, vaincus et complètement épuisés, de s'enfuir en tous sens pendant la nuit, abandonnant leur suite et leur camp. C'est durant cette sanglante bataille de l'Onon que, selon l'histoire secrète, ont lieu 3 passages très marquants et éloquents sur la vie de Temujin, et sur son rapport à ses hommes, à leur honnêteté et à leur loyauté. Ou alors sur son sens de la propagande, de la méritocratie démagogique et de la magnanimité savamment calculée. Encore une fois, ce bonhomme est souvent brillant tacticien politique autant qu'il est brillant tacticien militaire, voire plus. Petit filou. Tout d'abord, blessé au cou par une flèche probablement empoisonnée comme savaient en faire les peuples des steppes, il perd connaissance pendant la bataille, et la nuit durant, son fidèle Jelme, l'un de ses 4 chiens féroces, va farouchement veiller sur son crâne, suçant et recrachant le sang coagulé de sa plaie pour le sauver, au point d'en faire des flaques de boue rougeâtre tout autour du corps inanimé. Reprenant brièvement connaissance dans la nuit, le Khan a soif. Le vaillant Jelme, n'ayant rien pour faire boire son Khan, se fout alors en calbar, attendez s'il vous plaît, et se rend dans l'un des camps Tayichut pour voler de l'ayrak, le lait de jument fermenté. N'en trouvant pas, il revient avec un seau de yaourt qu'il va couper avec de la flotte, mais entre-temps, Temujin s'est réveillé, et toujours aussi suspicieux depuis son enfance, aimerait, comme vous, savoir pourquoi il s'est foutu à poil avant de partir. Sans blague, vous croyez que c'est sérieux? C'est du travail.
Et le travail, c'est sérieux. C'est un style que vous vous donnez d'être à moitié cul nu? Tout simplement pour pouvoir, en cas de capture par les Taïchut, prétendre que, voulant les rejoindre, ses anciens camarades l'ont arrêté et foutu à poil avant qu'il ne s'échappe dans cette tenue. Rassuré sur les tendances exhibitionnistes de son pote, et sur le fait que non, il n'est pas toujours systématiquement entouré de traîtres, eh bien, il le remercie de lui avoir sauvé la vie et promet qu'il en sera récompensé. De fait, une fois élu Chinggis Khan, il n'oubliera pas et le couvrira d'honneur. Bon, si cette histoire rocambolesque est vraie, Temujin a quand même une sacrée santé de fer. Ce qui est assez logique finalement, Temur, le fer, tout ça, c'est son prénom. Bref, il a une sacrée santé de fer parce que dès le lendemain matin, il est le cul en selle, prêt à en finir avec le problème Taïchut. Ah oui, je pense qu'on peut dire qu'il veut en finir là. Alors peut-être pour se venger des humiliations vécues enfant, mais a priori surtout pour se débarrasser de rivaux encombrants. L'histoire secrète nous dit ainsi qu'il fait massacrer les hommes et enfants mâles avant d'assujettir leurs femmes et leurs gens. Comme ça c'est fait. Il est d'ailleurs en train de poursuivre des rescapés au petit matin, j'imagine a priori pas pour leur faire un bisou, quand il entend crier une femme, Khadaan, qu'il appelle par son nom. Khadaan, c'est la fille de Sorkhan Shira, du clan Suldus, sujet des Taïchut, ce fameux Sorkhan Shira qu'on a vu beaucoup plus tôt, et dont la famille, Khadaan comprise, l'avait aidé à se libérer, puis l'avait caché quand il était captif, enfant, chez les Taïchut. Or Khadaan cherche après son mari, capturé par les Borjigid suite à la bataille. Et justement, elle a reconnu dans le chef de guerre l'enfant qu'elle et sa famille avaient secouru. Il se tombe donc dans les bras, et toujours prompt à récompenser ceux qui l'ont aidé par le passé, il la fait ensuite venir à ses côtés dans son campement. Tout est bien qui finit bien. Le mari. Ah bah décapité avec les autres depuis belle lurette, Mais bon, j'imagine que Temujin ne peut pas lui dire tout de suite, pour pas péter l'ambiance ou la traumatiser. Enfin... De toute façon, il faudra bien lui dire à un moment ou à un autre que son mari n'est pas au mieux de sa forme. Putain, t'es con quoi? Le spécialiste vient de nous dire qu'elle ne pouvait pas supporter des choses comme ça. J'en ai encaissé pas mal, vous savez, je vous ai pas attendu. Tu vois, elle est d'accord. Bon, alors voilà, ton mari n'a pas eu un accident, il a été buté. Voilà la vérité toute nue. La voilà. Ça te va? Mieux, Khadaan et Temujin sont même carrément rejoints dans le campement Borjigin, précisément par le père de Khadaan, Sorkhan Shira, le fameux garde qui avait épargné Temujin enfant, ainsi que par les frères de Khadaan, que Temujin, ravi de tous les revoir, prend à son service. D'autant plus que l'un des frères, Chilaoun, l'a déjà rejoint depuis belle lurette, puisque c'est l'un des 4 étalons qu'on a déjà vus ensemble, aidés notamment les Keleit face aux Naiman. Autant dire que Chilaoun a dû un petit peu pistonner ses frangins. Bon, comme d'hab, l'histoire est assez mimi, à part l'épisode un peu tristoun du mari trucidé, mais surtout, ça rehausse encore sa popularité. Bien vu. Mais l'épisode le plus connu de cette bataille reste à venir. Non content d'avoir lui-même pris un trait dans le cou, son propre cheval a été abattu net d'une flèche pendant la bataille. Impressionné, sans pour autant forcément le montrer, par les qualités d'archer que ça a dû nécessiter, il tient à savoir qui a accompli cet exploit. S'avance alors un homme du clan Bessut, qui s'appelle Jircho Adai. Celui-ci est un Otogu Bohol, notion qu'on a abordée la dernière fois, un cerf, en très très gros, du prince Taïchut Todege, et c'est lui, dit-il, qui a tiré cette flèche. Devant son honnêteté et son habileté, Temujin en fait son nœud-cœur, son compagnon, et non sans un certain humour, le surnomme Jebe, la flèche. Ainsi a lieu la rencontre entre Temujin et celui qui deviendra bien vite l'un des 4 chiens féroces de Chinggis Khan. Enfin, toujours selon le bourrage de crâne romanesco-épinalesque de l'histoire secrète. Rashid ad-Din nous offre une version plus réaliste de leur rencontre. Fuyard parmi tant d'autres, le futur Jebe est finalement encerclé dans la forêt lors d'une battue de chasse des Borjigid. Temujin le reconnaît et veut le buter, mais Borchu, toujours noble compagnon depuis l'enfance de Temujin, s'avance alors pour s'en charger lui-même. Temujin lui passe alors son propre canasson, Borchu charge avec, tire une flèche que Jebe évite, avant d'en rétorquer une qui bute le cheval et fait tomber Borchu. Pas fou, Jebe s'enfuit aussitôt, profitant de l'effet de surprise suscité par le spectacle de l'un des redoutables 4 étalons de Temujin, s'étant ramassé la gueule et que tout le monde aide à se relever. Laissez-moi. Non, je ne suis pas une femmelette, voyons. C'est un faux pas stupide, une racine. Est-ce bête? Laissez-moi vous dire. Allez, emmenez-le frictionner-le. Allez, on va vous frictionner. Emmenez-le frictionner-le, allons. Sauf que bon, crevant de faim dans la forêt, Jebe finit par venir quand même se rendre à Temujin, qui, bon juge de caractère, comme à son habitude, le gracie et lui confie le commandement d'une troupe de 10, un Narvan, puis de fil en aiguille au fur et à mesure des années, pour ses bons services,
d'une unité de 100, un Jaun, de 1000, un Mingan, et enfin de 10 000, un Tumen. Et c'est ainsi, selon Rachid ad-Din, que Djebé devient l'un des 4 chiens féroces, ce qui est déjà un petit peu plus probable que « T'as bien buté mon cheval pendant la bataille, mettant grave ma vie en péril, tu mérites d'être un de mes grands commandants. » Ouais. Mais vous vous doutez bien qu'en traquant ses fuyards, Temujin cherche moins à jouer au chasseur de têtes faisant du team building qu'à littéralement chasser des têtes, et notamment celle des princes Taïchut qui pose problème depuis bien trop longtemps. En particulier celui qui, quand il était enfant, lui a mis une cangue autour du cou et l'a traîné de camp en camp pour l'humilier. Targutai Khiriltuk, le grassouillet envieux. C'est pas un fion, hein, c'est la traduction de son nom a priori. C'est pas très sympa non plus, mais c'est pas, voilà, c'est son nom, c'est tout, c'est comme ça. S'il n'a pas été mis à mort lors du premier gros raid de Temujin et Toril contre les Taïchut tout de suite après leur victoire sur les Naiman, raid qu'on a abordé tout à l'heure et qui a suscité ensuite la mise en place de la coalition anti-Temujin, on retrouve bel et bien Targutai après cette sanglante bataille des bords de l'Onon. Réfugié dans les bois, où il est traqué comme tous les autres, il est trahi par Shirkutu et ses fils, du clan Baharin alliés aux Taïchut, qui lui mettent le grappin dessus, persuadés que Temujin les récompensera pour cette prise qu'il convoite depuis si longtemps. Ce qui n'est pas forcément une super idée. Je rappelle que Temujin prise avant tout la loyauté envers le chef légitime, pas forcément envers lui. On aura l'occasion de le revoir. J'en ai marre de répéter on aura l'occasion de le revoir. Mais soudain débarroulent les frères et les fils de Targutai, voulant le libérer, et qui encerclent la petite troupe. Shirkutu, refusant de renoncer à sa juteuse prise, s'assoit alors sur le gras Targutai ligoté et menace de l'égorger si les autres s'approchent. Une situation un petit peu humiliante pour Targutai, mais qui assouvit peut-être une vieille vengeance personnelle de Shirkutu, qui sait. Et gros comme toi, ça m'a toujours fait rigoler, parce que quand ça dégringole, ça fait un de ces boucans. Moutoir. Heureusement, Naya, fils de Shirkutu, moins con que son père, sachant sans doute ce que Temujin leur fera pour leur trahison, se dit que le jeu n'en vaut pas la chandelle. Il convainc donc son père de relâcher Targutai, avant d'aller plutôt eux-mêmes exposer la situation à Temujin. Et il fait bien. Non seulement ils ne finissent pas décapités comme ça aurait dû être le cas pour trahison, ce qui est déjà pas mal, mais en plus, appréciant la franchise de Naya, Temujin le récompensera plus tard en 1206 en lui attribuant un Tumen. Mais ça on s'en fout, me direz-vous, et pour le coup je suis assez d'accord. Quid de Targutai dans tout ça? Si encore une fois il n'est pas déjà mort, il meurt peu après, des blessures reçues pendant la bataille sur les bords de l'Onon, où, grand guerrier, il aurait eu à affronter dans un duel épique Chilaun, fils de Sorkhanshira, donc du clan Suldus sujet des Taïchut, mais devenu depuis longtemps, comme on l'a vu tout à l'heure, l'un des 4 étalons de Temujin. Chilaun, mis à bas de son cheval, aurait alors arrêté la charge du canasson de Targutai d'un coup de lance dans le bas-ventre du Taïchut, pour pas dire dans ses génitoires, ce dont Targutai avait d'autant moins de chances de réchapper qu'il s'est ensuite empalé dessus, un exploit qui aurait frappé Temujin. Ou alors, Chilaun a carrément fendu Targutai en deux. Mais je sais pas dans quel sens. Ni si c'est dans le cadre d'un combat, ou si c'est un mode d'exécution, ce qui est un peu plus gore. Bref, quoi qu'il en soit, le plus vieil ennemi de Temujin n'est plus, et après Satchabeki, ça lui fait un nom de moins sur la longue liste de ses rivaux. Mais il y a un détail qu'il me paraît intéressant d'ajouter. Oui, encore. Sa capture dans la forêt nous est racontée par l'histoire secrète, d'ordinaire peu prompte à défendre les Taïchut, et les ennemis de Temujin de manière générale. Bon, sauf Jabuchra qu'elle aime vraiment beaucoup, mais ça aussi un jour on en reparlera. Or, il y est écrit que, sur le point d'être égorgé par Shirkutu, confortablement assis sur son dos grassouillet, Targutai aurait déclaré qu'il ne pensait pas que, de toute manière, livré à Temujin, celui-ci le tuerait, vu que quand il était enfant, Targutai, le voyant vif et intelligent, l'avait pris sous son aile, et entraîné, et formé. Oui, on a quand même un petit peu l'impression qu'il prépare son argumentaire pour sauver son cul. D'accord, bien, je l'ai mérité, on peut parler. Non, ton père c'est un bon vivant, pas vrai? Alors peut-être pourrais-tu lui glisser un mot pour moi, et comme ça il passerait l'éponge sur cette histoire, tu vois. Mais n'est-ce que ça, un lâche mensonge pour sauver sa vie? Ou est-ce un souvenir authentique, mais datant d'avant la mort de Yisukei, quand Taïchut et Burjigid nomadisaient encore ensemble, et où Targutai aurait très bien pu, effectivement, prendre Temujin sous son aile? Ou parle-t-il bel et bien de ce qu'on a pris l'habitude de considérer comme l'injuste captivité de Temujin chez les méchants Taïchut, mais qu'il faudrait peut-être donc relativiser un peu?
Après tout, ce ne serait pas la première liberté prise concernant la jeunesse du Khan et sa genèse surtout, qui sur ce coup-là, je parle évidemment de Temujin, si c'est vrai, semble curieusement avoir oublié la gratitude qu'il met si souvent en avant. Bref, à travers cet exemple, ou l'exécution de Buriberu, qui n'était pas jouasse non plus, j'essaie de vous montrer que celui qu'on nous vend systématiquement comme un grand génie militaire épris de droiture et de justice, semble avoir, quand on gratte, de jolies parts d'ombre. En attendant, il a de quoi être satisfait. Depuis son élection, en une quinzaine d'années, malgré les épreuves comme sa potentielle captivité chez les djinns, qui semble avoir suivi sa défaite face à Jamoucha à Dalan Baljout, il a su progressivement reconstruire sa puissance, maîtrisant pour ça la propagande et l'art du culte du chef généreux et méritocratique comme personne, là où beaucoup préféraient plutôt régner par la force et la prééminence de leur sang. Mieux encore, toujours aussi fin calculateur politique, il s'est imposé auprès du second principal Khan de la steppe, après les Naiman, Toril, exploitant les revers de fortune de celui-ci pour faire pencher de plus en plus la balance, de façon à être désormais plus son égal que son vassal, un statut qui, par le passé certes lui avait été utile, mais qui ensuite l'a vite freiné dans ses ambitions. Mieux, il lui a potentiellement même arraché la promesse de devenir son héritier. Belle maman est charmante. Non, dites maman, sacrebleu, prenez dans l'habitude, enfin. Oui, excuse-moi, papa. Quoi Ah bah oui, c'est vrai. En plus de ça, il a aussi infligé plusieurs défaites retentissantes à travers la steppe à ses rivaux et ennemis, Naiman, Tatar, Merkit ou Djadjirad, forçant ceux-ci, mais pour le moment seulement, à battre en retraite. Il a même écrasé et massacré de vieux clans concurrents du sien dans le lignage aristocratique mongol, qu'il s'agisse des Djurkin ou des Taïchut. Quant à la manière dont il s'y est pris, eh bien, certes grâce à ses talents militaires, mais aussi à son réseau d'informateurs, à ses bons rapports avec les djinns fournissant notamment des armes, ou même parfois simplement grâce à la météo. Donc avec tout ça, à environ 40 piges, il y a moyen qu'il ait commencé à envisager d'ambitionner plus que la simple direction des Mongols ou le prestigieux Khana Kereit. En effet, pourquoi s'y limiter quand les autres puissances nomades, parfois bien plus anciennes et majeures que celles des Mongols, comme les Naiman, ne parviennent pas à le vaincre, même une fois toutes coalisées contre lui. Et encore, il est probablement assez loin de se douter que quelques années plus tard, à peine, il ambitionnera 10 fois plus que ce à quoi il rêve en ce moment, et 20 fois plus que tout ce à quoi ses ancêtres avaient pu aspirer. Mais si sa jeunesse lui a appris la méfiance, il doit encore faire très attention à ne pas se laisser aveugler par sa folie des grandeurs, non plus que par sa prétendue conviction d'être protégé par Tengri, le grand ciel bleu. Car de fait, s'il a su museler certains de ses rivaux, comme Toril ou ses cousins Borjigid, et s'il en a provisoirement vaincu beaucoup d'autres, comme Jamoucha, Tortoabeki ou Boiru Khan, il ne doit pas oublier qu'ils sont tout aussi dangereux, rusés et opiniâtres que lui. Dans la steppe, pas besoin d'être Temujin pour refuser d'abandonner facilement. Et si le Kuriltai de 1206 n'a jamais été aussi proche, nous verrons la prochaine fois que Temujin a quand même bien failli, une fois de plus, ne jamais devenir Chinggis Khan. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à venir en discuter dans les commentaires, si c'est le cas, ou si c'est pas le cas d'ailleurs. Merci évidemment, comme d'habitude aussi, à tous les utipeurs et tipeurs, qui permettaient à la chaîne de continuer et me permettaient moi d'en vivre, donc merci infiniment. Si vous en avez vous aussi l'envie et les moyens, vous pouvez me faire un don sur l'un de ces deux sites, ce sera très généreux de votre part, et je vous en remercierai grandement. Pour la suite, comme d'habitude, j'avais dit que je ferais 2-3 vidéos pour venir plus vite jusqu'au Kuriltai de 1206. Là, a priori, on est plutôt sur déjà 2 vidéos, et peut-être encore 2, parce que mine de rien, certes, il reste 5 ans à couvrir, mais entre ces 5 ans, vous voyez où on en est maintenant. 5 ans après, il est censé avoir tatané absolument toutes les puissances qu'on a évoquées ici, donc il va y avoir du détail à aborder. Mais ce ne sera pas la prochaine vidéo, puisque la prochaine vidéo, comme promis, portera soit sur un double move historique que j'ai très envie de faire, sur ce que j'estime être, peut-être, mais très personnellement du moins, le meilleur film médiéval que j'ai jamais vu, pour plein de raisons personnelles, et j'aimerais beaucoup vous en parler. Donc, de toute façon, dans tous les cas, je vous en parlerai. Hein. Je veux dire, quand je vous propose d'ailleurs de faire un choix, généralement, je vais faire les deux. C'est juste une question de par quoi je commence. Donc, il y a ce move historique que je veux faire depuis décembre, et que je ne ferai sans doute pas avant décembre. Soit, d'autre part, on abordera à nouveau, on reviendra vers les croisades, et on commencera à causer soit d'Alexis, soit de Baudouin Ier de Jérusalem, qu'on n'a pas encore vraiment étudié jusqu'ici en faisant une focale sur lui, soit on reprendra la régence de Tancrède, ce genre de choses. Voilà, donc l'une des deux,
à voir, j'hésite encore, je ne sais pas. Quant à savoir quand cette prochaine vidéo non mongole sortira, je ne sais pas encore, parce que à la rentrée, je suis supposé déménager, courant septembre. Enfin, fin septembre, début octobre a priori. Donc il y a forcément un mois de vidéo qui va sauter, parce que j'aurai la gueule dans les cartons, premièrement, et puis j'aurai plus aucun décor à mettre en place. Et quand je dis déménager, oui, cette fois-ci, c'est pas que l'atelier, c'est l'intégralité du bousin. Tout mon chez moi, tout mon chez moi doit bouger. Donc, je ne sais pas exactement quand va sortir la prochaine vidéo, parce que voilà, je ne sais pas quand je vais pouvoir la tourner, ni même la monter, ni rien, en fait, voilà. Je vais bosser, voilà, en août, en septembre et en octobre, mais je ne sais pas quand est-ce que cette vidéo sortira. Ça m'étonnerait qu'elle sorte en octobre, faut pas déconner. J'aurai le temps de sortir quelque chose d'ici là, je pense que en septembre, voilà, la prochaine vidéo sortira en septembre, mais voilà, la rentrée va être un petit peu vénère, ça risque de bousculer un peu le calendrier habituel, mais d'ailleurs, a priori, ça devrait me donner un décor encore plus sympathique, encore plus chouette, vous verrez. Donc voilà, tout ça on expérimentera à la rentrée, voilà. Qu'est-ce que j'ai bien pu oublier Tigadidadidada, non, c'est tout, a priori, voilà, écoutez... Passez de bonnes vacances pour ceux qui peuvent en prendre et qui en prennent, et du reste, sinon, bon courage pour ces températures beaucoup trop fortes, beaucoup trop hautes, qui me rappellent l'Italie. Oui, bah voilà, il y a ça aussi, il faudrait que je continue, mais parce que j'ai encore une vidéo tournée en Italie l'été dernier, il faudrait que j'en fasse quelque chose. Bref, il y a plein de choses à faire, comme d'habitude, on en a déjà parlé, on en parle à chaque fois, j'ai 1000 projets, c'est juste que je ne sors qu'une vidéo par mois par contrainte matérielle, et contrainte temporelle surtout. Mais sinon, si je pouvais vous en sortir 10 par mois, j'adorerais vous en sortir 10 par mois, mais je ne peux pas. Bref, tout ça pour dire, passez un bel été, on se retrouve a priori à la rentrée, avec, oui, donc voilà, enfin quelque chose de non mongol, voilà, quelque chose qui change. Un move historique, parce que mine de rien, on n'en a pas fait depuis 2 ans, depuis Arn et Kingdom of Heaven, donc soit un move historique, soit encore une fois, une petite vidéo croisade comme à l'ancienne, et voilà. Pour ce qui est des annexes, puisqu'apparemment ça n'a pas été compris par tout le monde, j'entends, hein, je dis pas que tout le monde n'a pas compris, je dis juste que certains n'ont pas compris, donc je réexplique. Quand je dis ouvrez ça dans un autre onglet, je parle de, voilà, vous prenez la vidéo, vous l'ouvrez dans 2 onglets différents de votre navigateur internet, et vous regardez la vidéo dans l'une, et l'autre, elle est juste en pause, à la fin, sur les différentes annexes que vous voulez consulter, dans le même temps. Voilà, c'est tout. En fait, c'est comme dans un bouquin. C'est pour ça que je parlais des annexes d'un bouquin. C'est parce que ce petit doigt-là, il est à la lecture, ce petit doigt-là, il est à l'annexe, et hop, 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 hop. Du reste, je sais qu'il y en a beaucoup qui préféraient voir plus souvent les arbres généalogiques, sauf que voilà, si je mets systématiquement les arbres généalogiques à la place des illustrations, il y en a d'autres qui vont me dire « Oui, mais du coup, on n'arrive plus à mettre un nom sur un visage, donc forcément, il y en a qui vont pas être contents, donc je suis obligé de faire des choix, déjà. » Ensuite, il y en a qui me demandent à ce que ce soit carrément un PDF téléchargeable. Non, pour plusieurs raisons. Déjà parce que je préfère que tout soit dans un seul fichier, c'est beaucoup plus simple, parce que là on est sur YouTube, tout se passe bien, mais si jamais je suis plus sur YouTube pour une raison ou pour une autre, autant que tout soit casé au même endroit. D'ailleurs, je devrais mettre les bibliographies à la fin des vidéos, ce que je ne fais pas, et c'est complètement con, je les mets dans la description, mais en soi c'est pas le même fichier, c'est pas le même, c'est pas la même immatérialité, disons. Ouais, je suis fatigué, je commence à avoir des termes bizarres pour parler de choses pourtant très claires. Donc déjà pour cette raison-là, et ensuite tout simplement parce que ces documents ne m'appartiennent pas. C'est d'ailleurs pour ça que il y a le gros sigle Simon Berger derrière, parce que en fait ces documents lui appartiennent. Et il a la grande gentillesse et le grand altruisme de nous en concéder l'usage pour une meilleure compréhension du sujet. Simon Berger, sans qui cette série ne serait clairement pas aussi qualitative, supposons qu'elle le soit bien sûr. Donc voilà, je ne peux pas vous les donner en PDF, il aimerait bien lui-même nous en concéder un usage absolu, mais il ne peut pas, pour des raisons que je n'ai pas forcément évoquées, parce que ça ne nous regarde pas, tout simplement, donc je ne peux pas. Donc voilà, les annexes sont faites pour être ouvertes dans un autre onglet, pour pouvoir les consulter plus facilement, parce qu'effectivement faire des allers-retours sur un seul onglet, c'est une galère absolue, il faut noter le petit code temporel de où vous en êtes pour y retourner ensuite, c'est complètement con. Non. En revanche, voilà, on peut faire l'inverse, on peut complètement vous l'ouvrir dans un autre onglet et vous switcher entre les deux quand vous avez un doute, etc. J'ai rajouté le lexique que j'avais oublié la dernière fois, autant pour moi. Et pour ceux qui vont me dire, oui, mais je regarde sur téléphone, désolé, en fait, je veux dire, je vous propose ces annexes en plus, sachant que par exemple la mise en place de ces annexes la dernière fois ça m'a demandé 1/5 du montage total de la vidéo, en termes de temps, ça a été très très long, donc je fais ça pour vous faciliter le confort de compréhension du sujet,
facilitez-vous le confort vous-même en utilisant un ordi plutôt qu'un téléphone portable, surtout qu'en plus, franchement, toutes mes cartes sont écrites petit. Donc je ne comprends pas pourquoi il y a encore des gens qui regardent ça sur téléphone. Je suis très admiratif et genre je suis très touché que vous le fassiez quand même, la question n'est pas là. Mais voilà, si vous voulez vraiment un confort de vue, c'est vrai que c'est quand même mieux sur ordi. Mais après, ça ne me regarde pas non plus. Vous faites bien ce que vous voulez. C'est juste que voilà, les annexes ont été pensées dans ce sens-là. Et voilà camarades, bah écoutez, j'espère encore une fois que ça vous a plu, que cette série vous plaît. On est loin de l'avoir fini, hein, encore une fois, même sans parler de la suite de Temujin, ou même du reste de la conquête mongole. Tout à l'heure on a parlé vite fait de Kubilai qui fonde la dynastie Yuan. Je me dis putain, je suis à des années-lumière, mais littéralement d'en parler, tout va bien. Mais bref, ce sera rigolo un jour de l'aborder quand même. J'espère donc que ça vous plaît, passez un bel été, essayez de ne pas trop crever de chaud, encore une fois, et on se retrouve donc à la rentrée, et voilà. Ciao.